Daddy veut acheter 5. Comment trouver le prix des 5 tomates? C'est ça le prix d'achat. Je viens de la République démocratique du Congo. Vers 7 à 8 ans, dans ma classe, j'avais des copains qui disaient telle était sa copine, mais moi, ça m'est jamais arrivé de dire telle était ma copine. Non. Moi, bien au contraire, en fait, au fond de moi, je me disais tel est mon copain, celui-là est mon copain. Je n'étais pas comme les autres, en fait, je le savais. Mon père est mort quand j'avais 5 ans. Et chez moi au pays, c'est un système patriarcat. L'enfant appartient à l'homme. Donc d'office, je devais être élevé par la famille de mon père. Donc du coup, j'ai grandi chez le père de mon père, qui est mon oncle, jusqu'à mes 17 ans. J'étais chez lui. Donc c'est lui qui était mon tuteur légal. Lorsqu'ils ont su que j'étais homo, ils m'ont amené à l'église, voir un prêtre pour parler, voilà, pour me délivrer. Parce qu'en Afrique, quand tu es homo, tu pas normal, tu es habité par de mauvais esprits. Donc ces mauvais esprits-là doivent être combattus par la prière. Lorsqu'un enfant tombait malade à la maison, donc il fallait chercher d'où venait la souffrance, d'où venait le problème. Et le problème à l'époque, c'était moi le problème. Quand l'un de mes cousins tombait malade, c'était de ma faute, hein. Les gens disaient bah oui, c'est normal, parce que vous hébergez un homo. C'est lui qui apporte les mauvais esprits, c'est lui qui apporte les mauvais sorts. Et à ma dernière séance de prière, je suis allé voir le prêtre, je lui ai dit monsieur l'abbé, moi j'arrive pas à changer, c'est pas possible, je n'arrive pas. Et donc là, ça n'a pas plu à mon oncle à l'époque. Et comme j'étais un peu têtu aussi à l'époque, donc pour me discipliner, il fallait m'amener au commissariat, histoire de changer, que tu puisses être dans le droit chemin. Alors je suis resté enfermé pendant 6 mois. Alors durant les 6 mois, euh, tous les jours, tous les jours, je recevais des coups de fouet. C'était le pire moment de ma vie. J'avais l'impression d'être dans un enfer. Il fallait que je m'échappe ou je meurs. Et une fois, ma mère est venue me voir. Je dis, maman, ça se trouve aujourd'hui, c'est peut-être notre dernier jour que tu puisses me voir. Parce que là, j'arrive pas à supporter. Et ma mère, elle savait pas que j'étais battu, en fait. Il est allé voir le commissaire à l'époque pour lui dire, non, il va changer, je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Elle avait du mal à accepter ça. Je me rappelle une fois lorsque je suis allé le voir, elle m'a dit mais Serge, est-ce que tu te rends compte de ce qu'ils diront les gens? Tu connais très bien comment sont nos traditions. Les gens vont dire que j'ai pas été une bonne épouse. Comme punition de Dieu, il m'a donné un fils homo. T'es rendu compte de ça? Du poids que je veux porter. Et quand t'es gamin et quand t'es dit ça, c'est pas évident. Pendant très longtemps, je me sentais comme une ordure. Je me sentais comme un moins que rien. Je voyais, en fait, deux fois, je voyais même pas mon utilité, en fait, en fait, je voyais pas à quoi je servais. J'avais du mal à m'aimer. Ma mère m'a dit, Serge, tu dois partir, tu ne dois pas rester là. À ce moment-là que j'ai quitté mon pays, la RDC. Je me rappelle, on avait pris le vol. Nous sommes partis, nous sommes arrivés en Turquie. Et le soir, on devait se séparer. Euh, il m'a dit, t'es un garçon, tu dois te battre. Je ne sais pas si on se verra un jour.
Mais si un jour je meurs, s'il te plaît, viens me voir, viens. Excuse-moi. Lorsque je suis arrivé à Bordeaux, lorsque je suis parti pour refaire ma demande d'asile, ils m'ont demandé pourquoi tu es là, le pourquoi et le comment, voilà. J'ai dit, bah, je suis là parce que je suis homo et chez moi, je le vis mal et c'est interdit. C'était ce jour-là que j'ai découvert qu'être homo pouvait faire une demande d'asile, quoi. À l'époque, comme j'avais pas d'endroit où dormir, le gyrophare a appelé le refuge. Et au bout de 2 semaines, c'était le refuge qui m'avait accueilli. Et c'est là-bas que je restais. En fait, Dominique, elle a été un peu cette maman que j'avais pas, en fait. Elle m'avait apporté un peu cet amour maternel que j'avais pas à l'époque. Et c'est avec elle que je rédigeais mon récit. Elle m'a permis, voilà, on a parlé de ma vie, de mon vécu, d'où je venais. Donc, ouais, c'était ma petite maman. Lorsque j'ai obtenu mon asile, je me suis dit, je ne suis pas fou, enfin, je suis normal. Je ne serai plus dans le déni, je ne serai plus dans la comédie. Parce que si vous voulez, chez moi, j'étais dans un personnage. Je jouais un rôle pour cacher qui j'étais. Moi, avant, je ne savais pas comment ouvrir une bouteille de vin. Je l'ai appris ici, en fait. Donc j'ai appris pas mal de choses ici. Hein. Oui, alors pour 5 personnes. Je suis Serge Kankou Kandé, j'ai 25 ans. Et aujourd'hui, mon asile a été accepté. J'ai retrouvé la joie de vivre. Je me suis fait une famille, un pays, des amis. Je suis bien ici. Moi, j'ai découvert mon homosexualité très tôt. Je me souviens avoir regardé les garçons, en fait, on va dire. J'avais 12 ans. Et j'en ai parlé ensuite à mon arrière-grand-mère, la grand-mère de mon père, qui était une femme très ouverte, une femme exceptionnelle en fait, qui m'a juste dit mais c'est pas anormal, c'est comme ça, c'est tout, ça fait partie de toi. Je suis né à La Réunion, donc de parents catholiques et dans une famille tout à fait classique. J'ai grandi à La Réunion jusqu'à mes 17 ans et je suis arrivé en métropole par la suite il y a de ça maintenant 20 ans. Et mon homosexualité, effectivement, pour moi, était plus facile après sur la France métropolitaine. Alors, mon arrivée en France, elle s'est faite à Paris
en plein mois d'octobre. Donc j'ai très vite regretté d'être là finalement parce qu'il faisait froid, les gens étaient froids aussi et les gens couraient partout, ils ne prenaient pas le temps de vivre et c'est pas du tout la même façon de vivre qu'à La Réunion finalement. Après j'ai vite vu que Paris me permettrait de pouvoir vivre mon homosexualité comme j'en avais envie, avec des parents qui seraient à 10 000 kilomètres. L'intégration à l'école finalement a été très très bénéfique, très bienveillante. Et, en fait, j'ai eu une facilité à faire comprendre à tout le monde que finalement j'étais réunionnais et que je l'assumais, et que j'étais gay et que je l'assumais très bien aussi. Alors le côté militant, à cet âge-là, pas du tout. Moi j'étais dans mon travail et j'étais dans l'euphorie de pouvoir vivre ma vie de gay comme je le voulais et comme je l'entendais. Le milieu gay pour moi c'était juste la 7e merveille du monde parce que voilà, j'avais jamais vécu ça et ça me permettait de pouvoir m'exprimer peut-être plus de façon extravagante que j'en avais envie finalement, parce que ça m'a entraîné dans cette extravagance finalement. Et oui, le côté militantisme, pas du tout. Vraiment à cette époque-là, pas du tout. Non mais il faut que je démissionne, j'ai pas le choix là, c'est pas possible, c'est ce qu'ils ont fait ce matin. Non attends, pompon là, pompon d'or, il y avait écrit Gouinas sur mon casier là, j'en peux plus. Attends, il y a du... Je vais poser sur son bureau. Ouais. Ah, salut Mathilde. Salut, salut Mathilde, ça va? Ouais. Mathilde, t'as mis des boucles d'oreilles aujourd'hui? Oui. Ça te va bien? Merci. Je dirais presque une fille. Mobilise-nous existe maintenant depuis 2008. Elle a été fondée par des salariés pour des salariés, en fait, suite à une altercation entre 2 collègues sur un plateau d'appel où il y a eu des agressions, enfin il y a eu des propos homophobes qui ont été donnés pendant la bagarre. Et ce qui a été retenu par l'entreprise à ce moment-là, c'était que des insultes. Le terme homophobe n'a pas été retenu finalement, et l'association a été créée à ce moment-là. Oh, c'était de l'humour. Oui, c'est de l'humour très mal placé. Oh, c'était de Aujourd'hui, l'humour. Attends, mais t'as pas d'humour? Alors ça y est, on peut plus rire de rien. Moi, au contraire de toi, l'humour, je sais ce que c'est. Ah, Voilà. d'accord. Alors, bon, ben... Donc, à un moment donné, il faut que vous arrêtiez de faire tout ça. Parce que vous vous rendez pas compte de là où vous allez. Et là, vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. C'est de la discrimination. Vous savez comment c'est puni par la loi? Devant, même si vous êtes en entreprise, Ah, c'est bon, vous êtes c'est pénalement quoi? On est à un responsable. tribunal là? On est au café là? Oui, d'accord. Hein? Bah justement, Pierre, tu vas te calmer là, c'est bon. respectez un petit peu les gens aussi qui sont là pour prendre. Mais du moi je bon me sens temps. pas respecté, t'as vu comment tu m'agresses quoi? Moi je suis rentré là. Est-ce que tu as vu comment tu l'as agressé la dernière fois? Cette pièce de théâtre à l'Hôtel de Ville m'a permis presque de pouvoir mettre en exergue quelque chose que je n'avais même pas fait en entreprise, parce que je ne suis pas allé si loin que ça en entreprise par rapport à la défense des salariés. On est face à de la discrimination homophobe et je puis vous garantir qu'aujourd'hui c'est de l'ordre de votre responsabilité. On va peut-être pas tout de suite sortir les grands mots, Non, ce discrimination n'est pas des grands homophobe, mots, écoutez, c'est homophobe aujourd'hui, c'est petit par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. bon. Ils ont écrit Gouinas sur mon casier ce matin. Ma vie en tant que gay, aujourd'hui je dirais qu'elle est comme tout le monde. En fait, je vais au travail, je rentre chez moi, je m'occupe de mon chien et je vis comme tout le monde. C'est-à-dire que je vais boire un verre avec des amis, je vais au ciné et d'être gay n'est pas si différent que ça finalement que tout le monde. Donc après, c'est juste mon engagement associatif qui me permet aujourd'hui de pouvoir effectivement agir dans le monde gay contre les LGBT-phobies. J'ai aujourd'hui 2 personnes qui ne veulent pas entendre ce qu'ils ont fait alors que c'est grave. Moi je demande aujourd'hui à mon patron de pouvoir prendre des mesures qui pourront faire en sorte que dans cette société, tout le monde se sente bien et non pas au bord de la dépression ou de la démission. Vous n'êtes pas au bord de la dépression ou de la démission quand même à ce point-là. Je prends des calmants. Il y a une prescription médicale quand même. Et aujourd'hui, vous faites passer de l'homophobie comme étant de la plaisanterie. Tout ça pourquoi? Pour faire en sorte que votre productivité soit bonne. Mais une productivité avec un salarié qui se suicide, elle n'est plus bonne, monsieur. Mais, voilà, Mathilde. Le combat n'est pas terminé. On a fait beaucoup de choses contre les LGBT-phobies, pour la défense des droits LGBT. En revanche, il y a quand même aujourd'hui des mal-être qui existent.
Et j'en veux pour preuve mon ami Romy, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a retrouvé dans la Garonne, il y a quelques jours. Donc je pense beaucoup à elle et je trouve ça dommage parce que c'était une femme qui était entourée, qui a entamé sa transition il y a très longtemps. Et je pense, oui, que j'ai eu mal de savoir qu'elle était partie alors qu'elle était arrivée jusqu'au bout. Et finalement, ouais, il faut s'accrocher à ça et se dire que jamais rien n'est terminé aujourd'hui. Et le jour où on me dira que mon combat, ma présence en tant que dans l'association n'est plus nécessaire ni dans une entreprise ni dans la société aujourd'hui, c'est là où on aura gagné. Donc je suis Ludovic Guillou, j'ai 37 ans, je travaille chez Orange et je vis à Bègles. Dès l'enfance, j'ai senti une différence en moi. Au début, je ne comprenais pas bien ce qui se passait. En fait, malgré mon apparence de petit garçon, j'étais déjà attiré par des comportements féminins, par les vêtements féminins de petites filles, etc. Et arrivé à l'adolescence, ça s'est aggravé, quoi. J'avais besoin absolument de m'habiller de temps en temps comme une fille, etc. Donc jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai vécu avec, je dirais, bon gré, mal gré, sans trop savoir ce qui se passait en moi. Dès que je suis arrivé dans l'âge adulte, plus c'est devenu une souffrance, quoi, parce que j'avais vraiment besoin de me réaliser en tant que femme et du coup j'avais vraiment l'impression de vivre enfermée dans le corps d'un homme. Plus j'avançais dans l'âge, plus je me sentais en fait d'apparence virile et masculine et moins ça allait, quoi. J'ai rencontré une femme à l'université qui était dans ma promo, dans la même école d'ingénieur que moi, donc on s'entendait bien, on a décidé finalement de vivre ensemble, de se marier. À un moment donné, elle souhaitait un enfant, donc moi j'étais ravi, hein, donc on a eu cet enfant. Il n'y en a pas eu de deuxième, hein, et pour cause, parce que de toute façon, après cela, pour moi, les ennuis ont vraiment commencé, quoi. C'est-à-dire qu'après la naissance de ma fille, je me suis enfoncé davantage dans la souffrance. Autant je pensais que finalement la naissance de ma fille serait peut-être symboliquement une certaine manière de prendre ma féminité, en fait. C'est-à-dire que l'arrivée de ma fille, ce serait peut-être symboliquement une concrétisation de ma féminité, et qu'après l'arrivée de la naissance de ma fille, finalement, je pourrais assumer une vie d'homme. Et en fait, il n'en a rien été. Ça a été au contraire pire. Je me suis senti bafoué dans le rôle de... On m'a piqué mon rôle de mère, donc pour moi, je me suis enfoncé, quoi. Enfoncé dans la souffrance. On a senti, je dirais, dans les derniers moments, que c'était vraiment que ma santé ma santé mentale, psychique, et puis ma vie était engagée. Elle m'a remémoré encore il n'y a pas très longtemps ces mois où elle a redouté, en rentrant du travail, me retrouver pendu dans le garage, quoi, hein. J'en étais là, quoi. J'étais arrivé vraiment au fond du trou. Bonjour. Alors, je vais vous prendre un pain romain, s'il vous plaît. Bien cuit, pas trop? Pas trop cuit. Ça va? Oui, c'est très bien. Avec Et puis, je vais vous prendre un kouglof. Et un coup. Il a fallu aussi prévenir au travail, donc j'ai d'abord contacté la direction de mon entreprise. Je leur ai expliqué quelle était ma souffrance, et je leur ai expliqué les échéances, quoi. Je leur ai dit, voilà, à peu près au milieu de l'année 2005, je vais vivre sous l'apparence d'une femme. Le protocole est ainsi fait, le protocole médical est ainsi fait que
il faut vivre pendant plusieurs années en tant que femme avant d'accéder à l'opération vraiment de changement de réassignation. Donc, ce qui, de toute façon, dans mon cas, était quand même une véritable libération, quoi. Et que j'ai pas du tout eu du mal à assumer. Donc, effectivement, donc j'ai bien expliqué ces échanges-là. On a envoyé une lettre, j'ai envoyé une lettre à tous mes collègues. Donc un certain nombre m'ont répondu avec des encouragements, du soutien. C'était très touchant d'ailleurs. Mais bon, il a fallu que j'explique longuement par oral ce que c'était, pourquoi, comment, et un peu aussi les échéances. Et donc, arrivé au mois de juin 2005, c'est ce qui coïncidait avec le démarrage de mon traitement hormonal. Je suis arrivé dans une apparence féminisée, quoi. Mais j'avais bien prévenu tout le monde 6 mois avant, quoi. Donc les gens s'y attendaient. Alors au début, tout le monde était un peu surpris. Bon, comment on doit t'appeler maintenant, etc. C'est vrai que le premier jour où je suis arrivé en tant que Léa, ça reste quand même quelque chose d'assez mémorable pour moi. C'était pas facile parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur que les gens me jugent et j'avais absolument besoin que de toute façon qu'on m'accepte et que les gens prennent en compte Léa comme étant mon identité réelle et que de toute façon maintenant ce serait comme ça et pas autrement, quoi. Avant de se faire opérer, quand on entend les autres personnes qui ont passé cette opération le raconter, on n'y croit pas trop, on ne sait pas, on est même un peu, avant l'opération, on est même un peu angoissé parce qu'on se dit quand même c'est le saut blanche, le saut vers l'inconnu, on ne sait pas. Et puis une fois que c'est fait, on constate que c'est une vraie libération. La seule chose qui reste difficile aujourd'hui, c'est que les hommes, quand je leur révèle ma situation, souvent ça se passe très mal, quoi. Donc ça aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile. Bon, j'ai essayé de rencontrer des personnes, des hommes, donc j'ai eu quelques rencontres. Arrivé à un moment donné, bon, moi j'ai un besoin qu'on me... Ce qui fait l'identité d'une personne, c'est son présent et c'est aussi son passé. Moi, je ne veux plus cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. Et donc, arrivé à un moment donné, quand je suis suffisamment bien avec la personne, j'ai aussi besoin de dire, quoi, parce que je ne veux pas mentir, je ne veux pas cacher. Donc, j'ai besoin de dire, voilà, il faut que tu saches que j'ai ce passé. Alors moi j'ai vu différentes réactions, mais souvent difficiles quand même. J'ai vu des hommes blêmir, quoi, vraiment être complètement comme si le ciel leur tombait sur la tête en disant tiens, d'un seul coup, mais donc je suis un homosexuel ou je sais pas quoi, mais non, je suis une femme, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. Si encore j'étais perçu encore comme un homme, peut-être que je pourrais avoir l'espoir d'aller vers des homosexuels hommes qui me prennent comme compagne, mais non, pour eux, je suis une femme. Ce que j'aime beaucoup, c'est le décolleté, vous voyez, du dos. Puis la forme avec le petit bouton, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien aussi. C'est mignon. Alors il y a plusieurs couleurs. Est-ce que vous aimez? Pas mal, hein? Et vous savez, c'est quoi notre slogan chez Swami? C'est on habille la femme qui sourit. Et elle est souriante. Donc je dis, elle correspond tout à fait au style de client. Je suis Léa Dumont. J'ai 42 ans et il y a quelques années, j'ai changé de sexe. Donc avant, j'étais un homme, père de famille, marié, et il a fallu que je fasse un grand nombre de changements dans ma vie personnelle et professionnelle pour arriver enfin à accomplir mon identité profonde. Voilà.
dans le sud-ouest. Donc il y a la Charente, il y a Bordeaux, mais ça part au Pays Basque et au Béarn aussi. Puis il y a une asso qui s'appelle les Bascos, située à Bayonne. Sont une asso gay lesbienne bi-trans du Pays Basque. Ils ont une peña, un bar associatif, comme en Espagne, dont je suis socio-adhérent. Ils font la fête, ils participent aux fêtes de Bayonne. C'est bienveillant, donc c'est une peña ordinaire, sauf qu'on peut y croiser des personnes gay lesbiennes bi-trans, il n'y aura pas d'LGBT-phobie, il n'y aura pas de sexisme. Donc bah oui, pourquoi pas faire la fête habillé en basque et renouer avec une partie de ses origines à Bayonne. Je suis né à Cognac, une petite ville de Charente, qui est connue mondialement pour ses eaux de vie. Patrie de Jean Monnet et de François Ier. Et je suis d'un milieu ouvrier, j'ai appris très tard que j'avais des origines aristocratiques, d'un milieu multiculturel, puisque j'avais un grand-père blond, yeux bleus et l'autre métis. Et puis chez les grands-parents, d'un côté comme de l'autre, c'était assez varié. Ça parlait le patois charentais, le bordeluche ou le gascon du vivant de l'arrière-grand-père. C'est à peu près vers 20-21 ans, par là, que j'ai mis les pieds en asso. Et puis j'ai connu mes premiers garçons. Donc je me suis dit, oui, bon, t'es bisexuel. Puis la proportion de garçons augmentant de façon exponentielle par rapport à celle des filles au niveau des aventures amoureuses. Moi j'ai dit, il n'y a pas photo, t'es gay. J'ai même traumatisé des copains à une soirée parce que je venais de leur annoncer que j'étais pas bi mais gay. On va à une soirée sur le campus et puis eux ils voulaient sortir avec des filles. Et puis ça faisait 5 minutes que j'étais arrivé, une fille m'a embarqué, je suis arrivé 2 heures après et eux ils n'avaient pas rencontré de filles et puis moi j'avais fait des câlins avec une fille, c'est la dernière avec laquelle j'ai fait des câlins. Je venais de leur dire que j'étais gay donc je les ai un peu traumatisés. J'étais parti gérer en tant que salarié le centre gay lesbien bi-trans des Charentes pendant 3 ans. J'ai gardé les liens avec Bordeaux. Les sœurs, je les connaissais, mais voilà, je trouvais ça drôle, je savais pas trop ce qu'elles faisaient. Et à m'en associer à leurs actions, je les ai vraiment côtoyées pendant 3 ans. C'est des sœurs un peu spéciales. C'est pas vraiment un ordre, c'est un désordre. Enfin, c'est parti d'une blague de potes en 1979 aux États-Unis, à San Francisco, qui ont piqué des tenues de bonnes sœurs et je trouve que c'était des patins à roulettes et pris des mitraillettes en plastique et des fusils à eau. Et elles ont fait un tabac. Alors on dit, vous êtes nos sœurs, les sœurs de quoi? On ne sait pas, on ne juge pas. Donc une de nos premières règles, le non-jugement. Donc les sœurs de la perpétuelle indulgence, c'est sorti comme ça. Quand j'ai rencontré les sœurs, j'ai trouvé leur mouvement intéressant, parce qu'elles m'ont davantage expliqué. Mais je me suis pas dit, tu vas devenir sœur au départ. Hein. Donc, après, j'ai vu qu'il n'y avait pas que le côté folklore, que ce n'était pas forcément que des gays non plus, ça peut être des garçons comme des filles, hétéros comme homos. Le mouvement, après, m'ont appris qu'il y en avait entre 1500 et 2000 en activité dans le monde, dans 25 pays. Eh oui, sous les paillettes et les fossiles, nous ne sommes pas des imbéciles. Et sous nos voiles et nos cornettes, nous ne sommes pas si bêtes. Tant qu'il nous faudra de la joie pour effacer les peines, tant que nos amours ne seront pas reconnus, tant que le sida ne sera pas vaincu, les sœurs seront là, partout dans le monde. Pour les siècles des siècles. Il me dit, toi, tu as le profil pour être sœur. Moi, j'ai dit, sœur, ça va pas? Non, maquillée et puis en robe et en talons, jamais de la vie. Il faut jamais dire jamais, parce que j'ai fini par devenir sœur. Normalement, on fait une lettre de motivation qui s'appelle une lettre de postulance. Donc on est postulant ou postulante si c'est collégial, hein, la décision, c'est pas une secte. Puis quand on nous juge prêt, là on choisit son personnage, on devient novice, donc on prononce une première fois nos vœux. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de vice, hein, mais parce qu'on fait ni vœu de chasteté, ni vœu de sobriété, on n'est pas obligé de s'épiler, on peut garder sa barbe. Alors c'est pour ça que je dis c'est un désordre.
Et donc, on prononce les vœux. Alors, vœux de charité pour récolter des fonds pour la prévention, de prévention, sida et infections sexuellement transmissibles. Vœux de visibilité, ça, on ne peut pas nous louper. Parce qu'avec les paillettes, enfin les tenues, on est un peu extravagant. On fait vœux de paix, d'amour, de joie multiverselle, paix entre les communautés. Enfin, il y a tout un tas de règles à respecter, hein. Dès qu'on commence à se maquiller, on rentre dans la peau du personnage. Donc ce personnage, on va le chercher en nous, mais c'est quelqu'un d'autre aussi. D'ailleurs, on est classifié comme artiste de rue au niveau des assos, le 1901. Petit à petit, donc il y a le blanc, on talque pour maquiller par-dessus, on met les fossiles, on met les paillettes, on s'habille. Et donc là, ça y est, on est quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas de genre, puisque nous sommes des sœurs. Donc ce n'est plus Cyril, moi dans mon cas c'est sœur Marie couche-toi là. Et donc si les gens s'adressent à moi, c'est en tant que sœur et c'est plus en tant que Cyril. Je ne peux pas avoir de propos discriminants, je ne peux pas être dans le jugement. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. J'ai le sourire, je suis là pour les autres, je suis bienveillant, bienveillante en sœur. Enfin, il y a tout ça qui se met en place. Bonjour, mon chéri. Va et prêche et pêche dans l'amour des sœurs. Et on a tous une part féminine et une part masculine. Et moi, peut-être que je rejetais la part féminine qu'il y avait en moi, puisque je viens d'une société hétéronormée, binaire, comme on dit, les garçons, les filles. Chacun de leur côté, ça se mélange pas trop, suivant les activités, les métiers ou les sports. Moi, c'était petite ville de province, c'était pas évident non plus. Donc ça m'a appris à accepter tout ça. Et puis le fait que je sois gay, je voulais peut-être pas être assimilé à une folle, donc il y avait une part d'homophobie intériorisée, ou à ne pas vouloir se faire remarquer. Peut-être que ça vient du fait que j'avais été harcelé un peu en collège, parce qu'ils me trouvaient plus sensible ou comme ça. Enfin, je sais pas, enfin tout ça, j'ai fait la paix avec tout ça. De toute façon, on ne peut pas faire sœur si on n'est pas bien dans ses pompes. Nous sommes les sœurs de la perpétuelle indulgence. Voilà. C'était une blague de pote il y a 40 ans à San Francisco. Et maintenant, on est 1500 en action dans 25 pays. Tenez, voilà pour vous les garçons, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc on donne des préservatifs. Moi je dis toujours, aimez-vous les uns les autres, les uns dans les autres, comme vous voulez, mais protégez-vous. Le préservatif protège de tout, sauf de l'amour. Ne soyez pas sages. Je suis Cyril, 46 ans, petit mec ordinaire, militant, bien dans ses pompes, faisant la fête dans le sud-ouest, en milieu gay ou pas. Et aussi sœur de la perpétuelle indulgence, donc en faisant de la prévention et de la lutte contre les discriminations. Mon histoire débute depuis que je suis toute petite, vraiment depuis autant que ma mémoire remonte. J'ai su que j'étais de sexe féminin depuis l'âge de 6 ans. Voilà. Comme d'habitude, je suis pas douée. Je prenais une robe et des escarpins que ma mère avait dans son placard. Et puis je m'habillais. Et j'étais vraiment bien parce que j'étais moi en fait. Voilà, j'étais une femme à part entière. Mais je savais pas ce que c'était. Je suis arrivé à l'adolescence et j'allais au collège. Voilà, je prenais le bus, c'était à une dizaine de kilomètres de la maison. Et les mercredis, en fait, le collège s'arrêtait à midi. Et sur le chemin du retour, j'allais acheter des collants avec mon argent de poche. Ah oui, c'est génial. Ah, j'adore. Je m'empressais de les mettre le lendemain pour aller à nouveau au collège. Donc c'était sous le pantalon, ça se voyait pas. Et qu'est-ce que je me sentais bien, quoi. Alors le rouge bordeaux, il ira. Ma mère, elle n'était jamais vraiment maman, elle s'est pas tout à fait occupée de moi. Et puis en plus, bon, elle n'a pas vraiment eu le temps parce que c'est quand j'avais l'âge de 15 ans qu'il lui a été diagnostiqué un cancer du côlon. Donc elle est décédée, donc ça a été un long combat. Hein. Et puis à 19 ans,
Ben, mon père m'a mis à la porte, hein, parce qu'il se doutait de quelque chose en tant que pied noir, parce que le garçon était très important dans une famille pied noir. Et du coup, pour lui, l'image était complètement dégradée, c'était plus ça, c'était la honte. Donc il fallait me bannir. Mes grands-parents m'ont recueilli et puis j'ai repris des études, voilà, et puis j'ai avancé. Et puis après, c'est vers l'âge de 28 ans que j'ai connu une jeune femme qui était la mère de mes 4 enfants. En fait, à chaque grossesse, je la vivais presque comme si c'était moi, quoi. J'ai continué dans ma souffrance de dire mais je me suis menti, en fait. Je me suis menti à moi-même. J'ai essayé de jouer un rôle. Et en fait, non. Non, non. Et d'ailleurs, c'était en 2011. À ce moment-là, ma femme a demandé le divorce. Et elle me disait je veux pas quelqu'un qui sente la femme. Et je la comprends. Je me souviens, j'étais partie à Toulouse pour le travail. Et j'avais 2 jours de soutenance à faire passer des fournisseurs. Et je suis sortie de là, j'étais sur le parking, j'allais repartir. Et je me suis dit non, non, vraiment tu peux pas continuer comme ça. Et donc, c'est dur. J'avais le moteur qui fonctionnait, du véhicule avec lequel je devais partir. Et j'avais mon téléphone portable. Et j'ai tapé 3 mots-clés sur moteur de recherche. Et je suis tombé sur le programme transgender du CHU à Bordeaux-Pellegrin, voilà. Et il y avait des noms et une adresse mail. Donc j'ai cliqué sur cette adresse mail et j'ai envoyé un message SOS. Et j'ai eu un médecin qui m'a rappelé. On a un petit peu discuté. Et puis elle m'a dit bon, on va prendre rendez-vous, hein. Et je ne pensais pas qu'il y avait des solutions pour moi. Ben voilà, j'étais prise en charge. J'ai suivi ce cursus-là. On est passé au traitement médicamenteux. Et puis je dois dire que plus j'avance dans ce programme, plus je me sens libérée, plus je me sens bien. Parce que moi, en fait, j'avais fait cette démarche parce que je m'étais dit je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je vais me confier avant de mourir. Voilà. Et je reprends. Je ne suis pas arrivée au bout, mais dans le processus, je me suis sentie tout d'abord apaisée. Et là, je commence à avoir une lumière immense et un bien-être qui est de plus en plus grand. Et c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Ça fait un bien, c'est énorme. Ça, c'est ma chambre. Alors, elle en est où, ma chambre? Elle n'a pas dû bouger, hein. Alors ça va, c'est ta chambre. Ah ouais, ça c'est ma chambre. Ouais. C'est la plus grande. Parce que, ben oui, je souhaite être opérée, je souhaite une réattribution génitale pour être moi, pour pouvoir m'épanouir enfin être heureuse. J'avais arrivé à l'âge de 50 ans, j'ai jamais été heureuse. Jamais. J'ai toujours eu quelque chose qui me bloquait. Jamais été bien. Et là, j'ai une chance extraordinaire, c'est que la médecine est assez avancée pour que mon corps soit enfin en phase avec mon esprit. Enfin, mon corps. Ce qui sera peut-être mon corps. Voilà, enfin. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le mien. Je me sens pas. Vas-y. Ah ouais, c'est chouette. T'es pas si grosse que ça. Merci. Oh, c'est trop chouette. Maintenant, tu te démerdes hein, pour Bon, attends, je descends. Oh, merde. Quant à la façon de mes enfants de m'appeler, parce qu'effectivement, il y a une identification qui est compliquée, parce que ça a toujours été un visage de père. Et je ne pouvais pas leur demander de dire Charlotte, ça m'aurait dérangé. Voilà, parce que pour moi, ça marque une distance et ce sont mes enfants. Et c'est hyper important pour moi. Donc, notamment les 2 derniers, qui étaient au collège à l'époque, je les ai fait suivre par une psychologue. Et on a convenu que ce serait papa, elle. Donc comme ça, ils ne perdent pas l'identité du père, l'image, et ils respectent mon genre. Voilà. Après, pour les 2 autres, Maxence et François l'aîné, Maxence a toujours été plus ou moins diffus. C'était ses papas, et ça c'est normal, je serai toujours leur père. Mais souvent, ils m'appellent Charlotte. Voilà. Et pour François,
C'est Charlotte à tout va. Mais quand il part sur quelque chose de sérieux, il revient sur papa. Essayer de faire ça. Ça va compléter la salle à manger. Donc je me prénomme Charlotte, j'ai 49 ans, j'ai 4 enfants. Aujourd'hui, je suis en pleine transition, donc je suis pas arrivé au bout du processus. Ce que je vois dans la glace m'encourage beaucoup et me donne beaucoup d'espoir. J'ai enfin le sourire et j'aimerais arborer ce sourire tout le temps. Voilà, et plus me poser aucune question, et notamment quand je prends ma douche. Et pour ça, il faut que j'en passe par la phase opératoire pour que je sois complètement libérée, que je puisse être totalement moi, que je puisse sourire tous les jours, être heureuse et vivre ma vie enfin. Alors je ne sais pas si ce sera avec un homme ou une femme, j'en sais rien pour l'instant. Mais vivre. J'aurai qu'un mot, enfin plus qu'un mot, mais s'il vous plaît, permettez-moi de vivre, d'être enfin heureuse. Est-ce que j'y ai droit? Merci. Aujourd'hui, nous protestons et célébrons donc pour tous ceux et celles qui se battent, pour tous ceux et celles qui sont fiers, mais également et ne surtout pas les oublier pour tous ceux et celles qui se cachent et qui se cherchent encore. Je suis un homme trans. J'imagine qu'il faut que j'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand je suis née, on m'a assigné fille, et à l'heure actuelle, je m'identifie en tant qu'homme. Donc voilà, c'est à peu près la définition très rapide de la transidentité. Je suis née dans une famille, je ne vais pas dire reconstituée, mais presque quand même. C'est-à-dire que mon père avait 3 fils, ma mère avait un fils, donc que des mecs. Et à la naissance, mon père a adoré le fait que je sois une fille. Il en a toujours voulu une. Et enfin, j'étais là. Un des premiers événements marquants de ma vie, je pense du coup que c'est la mort de mon père. Donc il est mort quand j'avais 7 ans. Et ça a un petit peu chamboulé ma famille. Je me suis retrouvée à plus voir mes grands frères parce qu'ils venaient pour voir mon père. Donc je les ai plus vraiment vus. Et donc ça a été très dur. Et ça a vraiment fait une espèce de coupure familiale. Je pense que j'ai grandi en tant que fille pendant très longtemps. Parce que je savais très bien que mon père voulait une fille. Et j'étais un peu, je ne vais pas dire enfermée, mais je m'enfermais moi-même dans ce rôle de la fille que mon père a toujours voulu avoir. J'ai grandi sans me poser de questions jusqu'à mes 12 ans à peu près. Voilà. Et à partir de là, la puberté est arrivée. Et comme beaucoup, pour beaucoup de personnes, c'est un moment difficile parce que le corps change. Sauf que mon corps changeait d'une façon qui ne me convenait pas en fait. Et pendant très longtemps, j'ai vécu une espèce de double, triple vie jusqu'à que je fasse vraiment, que je parte. À 15 ans, je pars au Japon en vacances avec ma mère et mon frère pendant 2 semaines. Et c'est trop bien, c'est formidable, c'est magnifique. Et quand je reviens, je me dis, c'est dommage de voir ce pays que d'un seul point de vue. C'est pas assez, il en faut plus. Et pour comprendre, j'ai besoin d'y vivre. Et du coup, à 15 ans, je fais mon petit dossier de mon côté. Au début, j'en parle pas trop à ma mère. Je rencontre même les organisateurs sans que ma mère le sache. Et j'ai présenté le dossier à ma mère en lui disant « Maman, regarde, j'ai fait ça, je veux partir. Est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas ?» Je peux, cool. Donc j'ai pu partir.
administrativement parlant, je suis une fille et donc j'ai pas le choix que de partir en tant que fille. D'ailleurs, ça me vaut le fait d'entrer dans un lycée pour filles. C'était une nouvelle un peu compliquée au début. Au final, je me suis dit, c'est pas grave, parce que je suis vraiment partie dans l'objectif de découvrir le pays, mais aussi de m'éloigner de mon entourage proche. J'ai quand même fait un coming out quand j'étais au Japon, c'était à ma mère, parce que bon, je lui en avais déjà un peu parlé avant de partir, mais c'était plus les choses de l'adolescence, ça va passer. Sauf que je savais maintenant que non, ça n'allait pas passer et il fallait absolument que je lui en parle. À partir de là, à chaque fois qu'on s'appelait, ma mère pleurait. C'était un peu délicat, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Et en fait, j'ai quitté le Japon au bout d'1 an. Je me suis retrouvée à nouveau en France à régresser dans ma transition parce que je me suis retrouvée avec ma mère qui me considérait comme une fille dans un cadre où vraiment j'avais pas trop le choix que les autres me considèrent comme une fille parce que c'était comme ça. Moi j'avais fait mon chemin, les autres non. Et au final, quand je suis rentrée au lycée, du coup, en devenant majeure, j'ai pu en parler vraiment à la classe, dire voilà, je fais une transition, leur expliquer un peu ce que c'était la transidentité, la transition, tout ça. J'ai fait un exposé de 2 heures en philo, c'était trop bien. Moi, j'ai déjà eu la réflexion, ouais, mais un homme avec un utérus, c'est bizarre. Et clairement, moi, je leur ai dit, mais en fait, qui êtes-vous pour juger et pour décider de comment doit être mon corps? Donc j'étais dans un environnement où enfin, on me genrait correctement, je pouvais vivre vraiment pleinement comme j'en avais envie. Et j'ai commencé un peu à m'aventurer, voir ce qui se passait sur Bordeaux, etc. Et c'est là que j'ai découvert le gyrophare. Et j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai développé un entourage plus vaste. Voilà. Et au final, je me suis très bien entendue avec Jeanne, qui était à l'époque la présidente de Trans 3.0, qui est donc l'association que j'ai découvert, à laquelle j'ai adhéré assez rapidement et dont aujourd'hui je suis le président. C'est bien les avis positifs, mais les avis négatifs et neutres, on veut aussi les entendre parce que ça nous aide énormément à pouvoir améliorer tout ce qu'on peut faire pour vous. Donc on a besoin d'avoir des échanges pour pouvoir améliorer la vie de tout le monde en fait. Enfin, c'est un peu le but de pourquoi il y a des associations. Du coup, je me présente. Je m'appelle Azur, j'ai 19 ans. Je suis président de l'association Trans 3.0 et donc je suis moi-même transgenre. Ça fait 5 mois que je suis sous testostérone et je suis très heureux de ça. Je suis passionnée par énormément de choses, un peu trop peut-être. Je suis passionnée par le Japon, par la mode, le stylisme, le modélisme. J'adore créer. Je fais du cosplay, donc c'est le fait d'incarner un personnage dans son vêtement, enfin son apparence. Voilà, j'ai fait un petit peu une école de mode, mais j'ai arrêté, mais je voudrais reprendre ça plus tard. Et en attendant, je fais ma petite couture de mon côté. J'adore faire ça. Voilà, c'est moi.
Quand j'en discute avec d'autres, je me rends compte que finalement, pour certains, dès la fin de l'enfance, les choses étaient claires. Moi, ça n'a pas été très clair. Adolescent, je suis tombé amoureux, platoniquement certes, mais de filles, de copines. Et puis, j'étais aussi attiré par les garçons. Donc, je me suis dit à un moment, je dois être bisexuel, finalement. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une illusion aussi, qu'en réalité, j'étais vraiment attiré par les garçons. C'est jamais très simple, surtout que là je parle d'une époque qui remonte au début des années 80, à l'époque où en fait, l'homosexualité était peut-être dépénalisée, mais c'était un sujet absolument tabou, extrêmement... personne n'en parlait. C'était les quelques références que j'avais vis-à-vis de ces questions. C'était La Cage aux folles à la télévision et ça a été après un dossier de l'écran sur les amitiés particulières et voilà, donc des choses extrêmement lourdes, extrêmement pénibles, extrêmement douloureuses. Mais pour moi, ce n'a pas été une période trop douloureuse, contrairement à d'autres. Mon coming out s'est fait relativement tranquillement. Je pourrais même dire que j'étais peut-être un petit peu gonflé en le faisant par téléphone à distance avec mes parents, mais ils l'ont bien accepté. J'ai rencontré mon compagnon un petit peu par hasard, mais comme beaucoup de personnes, je pense, dans la communauté homo, le soir, la nuit, en boîte. On pourrait imaginer que ça aurait pu être une relation éphémère, une relation d'un soir, une relation d'une nuit ou d'une semaine. C'est pas le cas. J'ai vraiment très précisément en mémoire les images, les minutes, les heures qui se sont égrenées dans cette soirée-là. C'est quand même quelque chose d'important parce que je commençais à vivre et de manière un peu épanouie, pas de manière frénétique dans une consommation, mais voilà, j'étais un jeune adulte dans une grande ville avec des tentations faciles et puis peut-être une certaine aisance à rencontrer des personnes. Mais j'avais quand même aussi envie pas forcément de stabilité, mais de rencontrer des personnes un peu plus mûres, un peu plus matures. La parole à Jean-Christophe Testu, qui est le président de la commission LGBT+, à la mairie de Bordeaux. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues de la commission LGBT+, je pense que l'engagement est une manière, en tout cas la manière dont on a orienté notre vie, était focalisée sur cette idée de transmettre quelque chose. L'urgence de rendre à nouveau la rue et l'espace public apaisé et sécurisant pour nos communautés. L'urgence de pouvoir se promener ensemble, quelle que soit la main dans laquelle on glisse la sienne. Un passage piéton peut-il garantir tout cela? Peut-être pas directement. Il a un rôle éminemment pédagogique. Il fait parler, il fait réfléchir. La concrétisation d'un amour, en tout cas la concrétisation d'une histoire, et puis pour lui donner vie après, c'est un enfant des enfants. C'est quelque chose, moi, je me suis posé la question sur effectivement le sens de ma vie. Est-ce que finalement, est-ce que cette vie en valait la peine? Est-ce que adolescent, je me posais cette question, est-ce que changer de vie, avoir une vie, un mode de vie différent, impliqué donc pas d'enfant, est-ce que j'étais prêt à ça? On va aller voir les grands animaux de la ferme. Ça a toujours été quand même un peu une recherche, une quête, de laisser une trace, quelle que soit sa forme, hein, une discussion, un échange, une parole. C'est une quête perpétuelle. En assumant qui j'étais et en assumant un choix de vie, donc j'assumais de ne pas avoir d'enfant. Allez, on va se mettre à l'abri parce que je crois qu'il ne va pas tarder à repleuvoir. Et on va finir par voir les animaux fantastiques du Moyen-Âge, justement. Je crois que si on peut se dire que toute une vie, on va être sensible aux mêmes questions, on va vouloir toujours s'engager, on ne peut peut-être pas s'engager de la même manière à 20 ans, à 30 ans ou à 50 ans. La manière dont on interpelle le public, la manière dont on va communiquer avec lui, la manière dont on va s'exprimer, ça bouge aussi d'une génération à une autre. J'en ai pris conscience, mais je peux le comprendre aussi. Je pense qu'à 20 ou 25 ans, on a des exigences sur des faits qui doivent arriver ici, maintenant, et pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. On veut des résultats tout de suite et ne pas attendre. Cette impatience, je la comprends aussi. Même si je me dis que moi, cette impatience, je suis plus patient avec l'impatience maintenant. On va vous demander de montrer vos sacs.
suis mis au chant, à une chorale, à un chœur depuis quelques mois. C'est une autre forme de militantisme, on pourra en parler, mais c'est tout aussi constructif. C'est une approche un peu plus artistique, un peu plus hédoniste, un peu plus heureuse, un peu plus joyeuse. C'est une manière aussi de militer ensemble, une autre manière, par un chœur. Quand c'est un chœur, c'est qu'on est ensemble, on est fusionnel, on chante d'une seule, chacun avec son timbre, mais on est sur une seule œuvre. Et je retrouve là un peu l'idée du monde associatif, comme du pointillisme, chaque touche de couleur pour faire quelque chose qui ressemble à un tableau à la fin, et où individuellement on n'est qu'une touche de couleur. Je m'appelle Jean-Christophe, j'ai bientôt 51 ans. Je suis originaire du nord de la France et j'habite Bordeaux depuis 28 ans. Je vis en couple avec mon compagnon depuis de nombreuses années également. J'ai été assez impliqué dans le monde associatif, je continue à l'être d'une autre manière. Et au final, je souhaite qu'un jour on n'ait plus besoin d'association, simplement, qu'on n'ait plus besoin de structure, parce que tout ce que l'on recherche, l'égalité, le respect des individus, leur identité, la reconnaissance de la diversité, que tout ça soit inscrit dans le marbre et dans la vie quotidienne de l'ensemble de la société. L'objectif du féminisme, c'est de déconstruire les normes du masculin et les normes du féminin. Objectif queer, résister à la normalisation. Je suis clair, ça va? Transmettre, et pour moi c'est important, transmettre c'est aussi transmettre une partie de moi par un biais que je n'aurais pas, notamment par la reproduction, puisque je ne compte pas me reproduire, ni même par l'adoption, car je ne compte tout simplement pas avoir d'enfants. Laisser une trace de soi, laisser quelque chose de tous les travaux que l'on a accumulés, ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je suis né dans une famille monoparentale. Ma mère m'a élevé seule. Ma mère était coiffeuse, elle est aujourd'hui retraitée. Et j'ai été entouré d'une famille proche, peu nombreuse, une cousine de quelques années plus âgée que moi, une tati qui a l'âge de ma maman, et son mari, il faut bien le dire, unique homme de la famille. Et nous sommes une famille, je dirais, assez banale, en réalité. Une famille de milieu prolétaire, une famille proche sentimentalement également, ce qui est très important puisque en l'occurrence, ma mère fait partie intégrante de mon réseau. Il n'y a pas eu de rupture. Bien sûr, je ne suis pas né de l'Immaculée Conception, et donc il y a eu un géniteur. Disons que j'avais fait mon choix. De ne pas avoir de mari. Ou de ne pas le garder. Oui, pas le garder. Administrativement, on nomme ce géniteur un père. Mais ne l'ayant jamais connu, il est cette case père dans un registre d'état civil, dont d'ailleurs j'ignore tout, à la fois le prénom et le nom. Alors, est-ce que ça provoque un manque? Je crois profondément qu'on ne manque que de ce qu'on connaît, au moins un petit peu. Et donc, j'ai manqué sûrement de l'image qu'aurait pu être une famille avec un père. Et donc, tu faisais l'hypothèse que c'était parce qu'il n'y avait pas d'homme que j'étais devenu, ou parce que j'étais homosexuel. C'était ça. Il y avait un lien, en tout cas. Pour moi, il y avait un lien. Il y avait un lien. Je fais l'hypothèse pile inverse.
Ma situation d'enfant issu d'une famille monoparentale m'a très largement permis d'être homosexuel et n'a en rien provoqué mon homosexualité. Et rétrospectivement, tu le penses encore ou pas du tout? Non. Non, c'est fini. Bon, ça me rassure. Non, pas du tout. Elle a toujours été là pour moi dans des moments compliqués. Et peut-être le premier, ça a été mon coming out. Je venais de rompre avec un copain, un de mes tout premiers copains, qui jusque-là, dans mon récit, était une copine, auprès de toi. Et le jour de la rupture, comme ça allait pas bien, je t'ai dit que ça allait pas bien, que j'avais rompu, mais que c'était pas une copine, mais que c'était un copain. Je crois que son temps de cognition, son instant de silence à elle, a été de quelques secondes. Pas de rejet donc. Et le lendemain, je sais pas si tu te rappelles, tu as passé l'aspirateur. Oui. Oui, ça y est. Elle a passé l'aspirateur comme pour faire du bruit, comme pour couper les questions, les doutes, la nécessité aussi qu'on en discute de cette affaire-là. Ça n'a duré qu'un jour. La maison a dû être très très propre dès le surlendemain et on en a parlé avec un grand naturel. Elle m'a dit des choses comme je l'ai toujours su et je crois que très rapidement elle m'a dit des choses comme si tu vas à la marche des fiertés, je t'accompagne. La marche des fiertés, c'est ça, hein, être fier et pouvoir marcher dans l'espace public. Queer, c'est une insulte qui signifie bizarre. Et puis, queer, c'est aussi une insulte qui signifie tapette, pédé. Je crois que ce qui a fait de moi l'homosexuel que je suis, et c'est Didier Ribon qui le dit le mieux, c'est l'injure. On sait qu'on n'est pas comme les autres au moment où on reçoit sur son expérience, sur ses sentiments, sur son corps, à même le corps, l'injure. Et c'est quand on entend l'injure sale pédé, ou lorsqu'on reçoit l'injure sale pédé, que l'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas aussi neutre que ce que notre famille a bien voulu dire de nous. J'ai rencontré Philippe sur Internet. C'est important à dire parce que le monde virtuel est quand même un lieu important dans les rencontres homosexuelles. Et j'avais pleinement investi le champ de la rencontre sexuelle et c'est comme ça que j'ai rencontré ce qui allait devenir mon mari. J'ai assez vite su qu'on allait faire un bout de chemin ensemble pour des raisons absolument pas sociologiques. D'abord parce que il écoutait Gainsbourg et peut-être aussi parce qu'il m'a fait découvrir Marguerite Duras. Ça fait 2 raisons suffisantes pour s'engager sur un chemin de vie avec quelqu'un. Quand on fait une différence, on fait quoi automatiquement? On fait une hiérarchie. Il est possible, socialement, que des différences entre nous aboutissent à des inégalités et que cette possibilité n'est pas simplement satellitaire, c'est-à-dire quelque chose de très très lointain, mais de massivement répété socialement, c'est ce qu'on appelle les discriminations. Et quand on voit qu'à quelques kilos près, on a un taux de réponse à des CV qui est 2 fois moins important, alors c'est peut-être que les questions d'apparence sont massivement des critères de discrimination. Quand je suis arrivé en doctorat, cette question de l'homosexualité ayant été réglée assez tôt pour moi, il s'agissait maintenant de régler la question du genre. En réalité, je m'interroge sur ce qui fait de moi un garçon masculin, ou quelle est ma part de féminité. Quand on tape mon nom sur Internet, on trouve des photos de mon mariage. C'était pas voulu. Je voulais un mariage, et mon mari aussi, qui soit un moment de rencontre et d'amusement avec tous nos amis. Et c'est vrai que notre modalité d'amusement avec tous nos amis, ce sont des immenses fêtes où tout le monde se déguise. On adore ça. Le lendemain du mariage, très tôt, en me levant, j'ai remarqué qu'un site d'extrême droite avait fait un article sur notre mariage, intitulé « La mairie de Bordeaux marie 2 travestis ». Puis ceci était repris par un autre site d'extrême droite, puis repris par un autre site. Et puis, durant notre voyage de noces, j'ai reçu des menaces de mort. De ce mariage, il faut retenir ce qui fait encore aujourd'hui un des battements par minute de l'espace public, qu'il soit numérique ou physique, c'est l'homophobie, c'est la discrimination.
Arnaud Alessandrin, je suis sociologue à l'Université de Bordeaux. Je travaille sur les questions LGBT et sur les discriminations. J'avais pas une vie amoureuse très classique. Déjà, j'ai eu une adolescence où j'étais beaucoup dans la consommation des autres. Enfin, j'avais vraiment du mal à trouver quelqu'un qui m'allait. Mais assez tôt, j'avais quand même identifié que j'aimais autant les garçons que les filles. C'est pas quelque chose que j'ai mal vécu. C'est pas quelque chose c'est pas un aspect de ma vie sur lequel j'ai eu à poser des mots de suite, en fait. C'était vraiment pas problématique. Avant, j'étais avec un garçon, maintenant, je suis avec une femme, je suis mariée avec une femme. Je trouve d'ailleurs que c'est une chance extraordinaire de pouvoir épouser la femme qu'on aime. Moi, en fait, je rencontre pas un homme ou une femme, je rencontre avant tout une personne, et c'est une personne qui me touche et pour qui je vais avoir des sentiments. Mais la question de l'homme ou de la femme, elle vient derrière. Et elle n'est pas importante, en fait, pour moi. Je suis originaire du Pays Basque, où j'ai passé toute mon enfance et le tout début de mon âge adulte. Dès petite, j'aimais beaucoup la montagne. J'étais aussi un petit peu garçon manqué. Enfin, si on revoit certaines photos de moi, des fois j'ai des amis, ils sont là, oh, on dirait un petit garçon. J'avais de grosses aspirations de liberté. J'évoluais dans une terre qui porte les mêmes aspirations. Et j'ai commencé mon entrée dans la sphère militante sous la bannière écologie et justice sociale. J'ai intégré une association qui préparait le sommet de Copenhague, le mouvement altermondialiste BICI, qui veut dire vivre en basque. C'est vraiment l'association qui a construit toute ma base de réflexion et tout mon socle associatif. On pouvait descendre d'un immeuble pour déployer une banderole en rappel, des actions un peu à la Greenpeace. Et c'est aussi parce que ces actions-là, j'avais envie d'y prendre part, que je me suis un peu tournée vers l'escalade. Et après, ça a été la superbe découverte. J'ai été militante à Aide Bayonne pendant 1 année. Et ensuite, lorsque je suis partie à Bordeaux, je suis devenue volontaire sur l'antenne de Bordeaux. Au bout d'un moment, j'en ai pris la présidence de l'antenne Aquitaine pendant 1 an et demi. Et j'ai fait la rencontre d'un militant du Gyrophare qui à l'époque était au conseil d'administration. On en avait un petit peu discuté. Je lui ai dit, mais je cherche un terrain d'application, vous n'avez plus de directeur. Moi, je vous propose pendant 9 mois d'avoir quelqu'un qui va ramener un peu de méthode. Et la proposition a été faite. Le soir même, il y avait un conseil d'administration. Le lendemain, ils m'ont rappelé. On a passé un entretien ensemble. Et puis, j'ai fait 9 mois d'application au Gyrophare. C'est aussi le lieu où j'ai rencontré la femme qui partage ma vie aujourd'hui et que j'ai épousée il y a 3 semaines.
Et c'est une vraie chance parce qu'on a eu le droit de se marier. On a concrétisé devant la loi notre union. Alors on peut être pour ou contre le mariage, pour moi c'est pas ça la question, mais avant 2013, c'était pas possible. Et c'est notamment parce que je suis extrêmement reconnaissante envers tous les pionniers qui ont mené de front énormément de luttes pour l'acquisition de nos droits, que aujourd'hui, du coup, j'ai pris la présidence du Gyrophare, après y avoir été salariée, en être partie. Ah oui, végétarienne. Le militantisme, j'aime bien et finalement ça rejoint une passion que j'ai, celle de l'escalade. C'est qu'il y a des personnes avant moi qui ont ouvert une voie et moi je continue de les suivre et moi j'ai envie d'ouvrir d'autres voies pour d'autres personnes qui arriveront derrière moi. Il y a encore énormément de luttes à gagner. C'est la liberté, c'est le mouvement, c'est le vertige. C'est cette sensation qu'il y a de l'air en dessous et qu'il n'y a rien vraiment qui nous tient. À part la corde du compagnon de cordée, mais c'est vraiment... Non, ça va avec la montagne, je m'y sens inconditionnellement bien. Ça m'aide à faire le vide, à me retrouver avec moi-même. Quel bonheur quand c'est terminé, quand on arrive, qu'on s'assoit et qu'on contemple, qu'on se dit « waouh ». Quand je parlais de la montagne et que c'était un lieu où je me sentais très inconditionnellement bien, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui fait que lorsque je passe la porte et que je tombe dans ses bras, je me sens comme en montagne, inconditionnellement bien. Je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, jeune mariée avec une heureuse épouse, en tout cas j'espère qu'elle est heureuse. Et je suis aussi présidente du centre LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans de Bordeaux. Et si je devais me résumer, qui suis-je? Je suis militante, je suis une passionnée d'escalade et je suis une grande amoureuse des voyages et de ma femme. Je suis divorcée et j'ai 3 enfants, 3 grands garçons. En tant que femme trans, moi j'ai fait ma transition en 2010. C'est une transition tardive, parce que j'avais 60 ans. Moi j'ai été éduquée dans un genre masculin. Je me ressentais pas totalement dans ce genre. Et donc à l'adolescence, je me rappelle que je ne rentrais pas dans ces cases-là et j'enviais les garçons autour de moi qui devenaient des hommes, entre guillemets. C'est-à-dire que leur barbe poussait, la voix devenait grave. Et moi, je n'avais pas ces caractéristiques-là. Et je ne me comportais pas non plus comme eux. Donc j'étais un peu pénalisé. Mais à mon époque, donc, je ne savais pas que la transidentité existait. La société perçoit une personne masculine, féminine ou androgyne. Mais l'identité de genre, c'est comment chaque personne se perçoit d'un point de vue psychologique, c'est beaucoup plus multiple. Moi, j'ai une vie sociale masculine, ça a sans doute aussi retardé ma transition.
parce que j'avais peur de perturber mes enfants. Donc ça m'embêtait quoi de dire à mes enfants que le père qu'ils avaient toujours connu, il se ressentait comme une femme. Quand je leur ai demandé s'ils voulaient m'appeler papa ou s'ils voulaient m'appeler Jeanne, et tous les trois, ils ont dit non, nous, tu es notre père et tu vas toujours rester comme ça. Donc pour nous, on va toujours t'appeler papa. J'ai dit ok, pas de problème. D'un côté, c'était bien parce que ça voulait dire qu'ils ne voulaient pas rompre notre relation de filiation. Parce que moi, j'étais au courant que dans d'autres transitions, il y avait des femmes trans qui ne voyaient plus leurs enfants depuis 10-15 ans, qui ne voyaient pas leurs petits-enfants, et je les voyais malheureuses. Donc, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai attendu donc 60 ans pour leur dire. Donc ça s'est bien passé avec les deux premiers aînés qui avaient 27 et 25 ans, et un peu plus compliqué pour le plus jeune qui avait 18 ans. Parce que quand je lui ai dit que je me ressentais au féminin, il me dit « Non, papa, toi, tu n'es pas féminin, tu es masculin. » Et donc, il avait du mal à intégrer ces notions. Je vais voir mon employeur et je lui demandais d'abord son autorisation d'envoyer un courrier d'information de coming out auprès de mes collègues. Il m'a dit si vous voulez, vous photocopiez le courrier de coming out. On va le donner avec les fiches de paye de vos collègues et je vais informer le public avec lequel vous travaillez, c'est-à-dire les 60 personnes qui suivaient mon dispositif d'activité physique. Et en fait, ils ont été hyper cool, et comme mes collègues d'ailleurs. Comme dans mon courrier de coming out, il y avait marqué ceci, et comme un espèce de faire-part de ma naissance, de mon prénom et tout, il y en a qui m'ont répondu comme un faire-part. Quand on annonce une naissance d'un enfant dans une famille ou à des amis, ils m'ont félicité de ma naissance. Voilà. C'était il y a quelques années, quand avec mon fils, on se parlait par Skype. Il y avait Kiran, le fils aîné de Nika, qui venait regarder sur l'ordi, et puis il écoutait ce qu'on disait, et puis mon fils disait papa. Et lui, il était là, et après, une fois qu'on avait fini le dialogue, il dit à mon fils, mais pourquoi tu dis papa? Alors mon fils dit, bah oui, parce que c'est mon père, et c'est une femme transgenre. Ah bon? Il dit, mais moi aussi, quand je serai grand, je serai aussi une dame. Alors mon fils dit, bah non, pas forcément. Être une personne trans, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas tout le monde qui a ce parcours-là. Et ça, c'était 2-3 mois avant que j'aille au mariage. Le mariage, c'était en juillet 2016. Et là, quand je suis arrivé là-bas à La Réunion, il y a Kéran qui vient me voir et qui me dit c'est vrai, avant que tu étais un monsieur? Ben, je dis oui. Avant, je vivais au masculin, j'étais un monsieur. Elle me dit ah bon. Donc en fait, il voulait vérifier ce que lui avait dit mon fils, parce que lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisqu'il devait sans doute voir une personne féminine, mais une personne féminine, on ne dit pas papa. Donc là, il avait mieux compris. Il m'appelle Nani, je suis Nani Jeanne. Je m'appelle Jeanne Swidzinski, voilà, et
Je suis né il y a pas mal de temps, le 18 juin 1950, et je suis retraité de la fonction publique. J'exerçais en tant qu'éducatrice sportive. Je vis ma vie de femme en pratiquant des activités physiques, culturelles, puis des activités aussi militantes. Je fais de la méditation, je fais du yoga. Donc il y a des moments où j'ai plus trop envie d'être toujours socialement en activité. Donc j'essaie de jouer sur ces deux aspects, alterner les moments où je me ressource et les moments où je vais affronter la vie sociale.